Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi 10 septembre, si je ne me trompe pas, et je ne parle pas vers le micro, vous n'allez rien entendre, super. Bref, j'ai introduit ce vlog, je ne suis pas en avance, mais pas trop en retard quand même, donc c'est parti, on y va. Donc je reviens parce que j'ai terminé un livre, j'ai bien avancé un autre, je n'ai rien pris avec moi donc je vais tout vous insérer parce que flemme d'aller les chercher. J'ai réussi à reprendre un petit peu la lecture, j'ai réussi à terminer La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune que je lisais en anglais, donc je vais vous en reparler, et j'ai réussi à bien avancer Magie et sentiments d'Ariel Holz. J'aimerais enchaîner avec d'autres lectures parce que mine de rien on est presque mi-septembre et j'ai terminé 3 livres, donc ça démarre pas très bien ce cocorico, mais écoutez, on fait comme on peut. Des enfants se disputent. Donc, je vais vous reparler de La maison au milieu de la mer céruléenne, autrement nommée La maison blablabla. Donc, je vous avais dit que la première moitié était très longue et très laborieuse, que pour moi, ça n'était pas un roman qu'on pouvait qualifier de contemplatif parce que je ne trouve pas qu'il y ait quelque chose de contemplatif dans ce livre. Je ne trouve pas non plus que ce soit franchement un roman d'ambiance, en tout cas pas au sens académique du terme, je pense qu'on peut dire. Mais j'ai bien fait de persister parce que la deuxième moitié est tout de même bien meilleure. En fait, ce que je reproche à ce livre, après réflexion et après l'avoir terminé, et c'est ce que je reprochais à la vie des pantins là, c'est que T.J. Klune met beaucoup de temps à mettre en place la situation en fait. Ça veut dire que moi ce que j'ai aimé dans la deuxième partie, c'est les interactions entre les enfants et Linus, les interactions entre Linus et Arthur Parnassus, qui est donc le chef de l'orphelinat, je sais pas comment dire, bref, c'est ça que j'avais envie, en fait c'est ça que je recherchais quand je lisais ce livre, et c'est ce que j'ai eu dans la deuxième moitié. Mais pourquoi toute cette première partie de 200 pages si longue, où en fait il y a peu d'interactions, et même on pourrait dire oui ok il fait évoluer la relation, ça peut pas arriver d'un coup, Linus il débarque dans cet orphelinat, il les connaît pas, mais même pas, en fait il y a un moment de bascule où on passe de Linus qui est sur ses gardes et qui respecte les règles, le code et machin bidule, à il se passe quelque chose et d'un coup il devient hyper touché et proche de ses enfants. Donc c'est même pas progressif, je ne comprends pas le choix de rythme, le choix de structure de T.J. Klune, parce que c'était pareil dans La vie des pantins, c'était même pire dans La vie des pantins parce qu'on était quasiment à 2/3 où il se passait rien du tout. C'est trop long à se mettre en place, c'est trop long à arriver à ce que je cherche. Donc, très honnêtement, je comprends qu'on ait pu aimer ce roman, notamment pour cette deuxième partie qui est beaucoup plus touchante, qui est beaucoup plus où on parle beaucoup plus des enfants, des relations entre enfants et adultes, et la manière dont la société voit ses enfants, la manière dont les adultes bienveillants voient ses enfants, et aussi la manière dont Linus va évoluer et va passer d'une sorte de petit comment on peut dire, class worker, de mec qui travaille dans les bureaux, qui respecte les règles, qui est un petit peu terne, qui a une vie très réglée, qui est pas franchement heureux mais pas franchement malheureux non plus, à lui-même en fait, et il va se découvrir et voilà. Mais c'est trop long, 200 pages sur 400 où il se passe pas grand chose parce que finalement la situation initiale est très vite établie, l'élément perturbateur, donc Linus qui est envoyé là-bas, est très vite établi aussi, et après il y a un gros passage où il est là-bas et rien en fait. Vraiment, je suis désolée si vous avez aimé, c'est pas une critique, c'est pour moi, c'est mon avis à moi, je comprends encore une fois qu'on ait aimé, mais vraiment, j'ai failli abandonner à la moitié. Et ça aurait été dommage parce que la deuxième partie est bien meilleure. Je ne comprends pas la manière dont il construit ses récits. On m'a dit concrètement, parce que la plupart des gens en fait ont commencé par La maison blablabla, qui est sorti je pense en français en premier tout simplement, et que ensuite quand on lisait les autres c'était redondant. C'est un sentiment que j'ai alors que j'ai commencé par La vie des pantins, mais du coup je sais pas, je suis pas convaincue que cet auteur soit pour moi. Je suis pas convaincue d'aimer sa manière d'écrire, d'aimer la façon dont il construit ses récits en fait en termes de rythme, et voilà, du coup c'était sympa, c'était mignon, mais ça cassait pas 3 pattes à un canard selon moi. J'ai lu des choses en termes d'émotion, en termes de réconfortant, en termes de doudou et de beau et d'émouvant, bien meilleur que ça. C'est-à-dire que oui, il y a des passages émouvants, et oui, c'est important les messages que véhicule l'auteur sur les enfants, les différences, et voilà. Mais c'est trop long à arriver, et les personnages sont trop clichés, trop stéréotypés. J'ai l'impression que c'était les mêmes personnages que dans La vie des pantins, alors qu'on n'est pas du tout sur la même histoire. C'est... ouais, je sais pas. Je suis pas convaincue du coup. Peut-être que si j'avais commencé par La maison blablabla, ça m'aurait moins fait cet effet-là, mais là j'avais déjà cette première expérience avec La vie des pantins, et j'ai eu l'impression de relire un petit peu le même livre, quoi. Un petit peu. Pas dans le même univers, mais un petit peu la même chose. Donc pas convaincue, vous l'aurez compris, vraiment pas convaincue. Encore une fois, c'est pas mauvais. J'ai pas détesté.
mais selon mes goûts, mes critères et ce que j'ai ressenti, bah, c'est médiocre dans le sens premier du terme, c'est-à-dire c'est moyen, c'est très moyen, voilà, tout simplement. Je suis déçue, j'aurais aimé, très honnêtement, j'aurais adoré aimer ça. J'aime la littérature doudou, j'aime la littérature d'ambiance, j'aime la littérature contemplative, mais pour moi, c'est pas vraiment, c'est un peu rien de tout ça, il y a un peu tout en même temps, et voilà, un peu long, un peu longué. Bref, désolé si vous avez aimé, encore une fois, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas personnellement. Je comprends aussi que la lecture, c'est des histoires de rencontres. Si je l'avais lu à un moment donné où j'avais besoin de ce genre d'histoire, j'aurais pu beaucoup plus l'apprécier, évidemment, et c'est comme ça pour tous les livres. Donc voilà, je comprends que vous ayez pu aimer, je comprends que ça vous ait fait du bien, et c'est le plus important au final, que vous, ça vous ait fait du bien. Mais je trouve ça important d'être honnête sur ce titre, parce que peut-être que d'autres personnes qui avaient des attentes aussi importantes que les miennes pourraient être déçues, alors que en révisant ces attentes à la baisse, peut-être que ça leur plaira plus. Et c'est le plus important au final. Du coup, j'ai avancé Magie et Sentiments que je lisais avec Capan, mais Capan m'a largement devancé, elle a terminé, moi j'ai passé la moitié, je suis à 210 pages sur... non, n'importe quoi. 310 pages sur 470, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai bien avancé quand même. Magie et Sentiments. Alors, je vous ai déjà fait le résumé la semaine dernière. Donc, en gros, très simplement, c'est de la romantaisie. On va avoir la Terre et la Lune. La Lune est habitée par des lunaires qui sont des humains qui se sont exilés de la Terre. Et pour X et Y raison, il va falloir faire un... Enfin, la Lune propose un mariage arrangé pour renouer des liens avec la Terre parce qu'il y avait conflit, en gros. Donc, on a deux lunaires qui descendent sur Terre et nous, on suit ces deux lunaires dans la famille qui les accueille, qui est donc la famille de la terrienne promise au mec lunaire. En gros, c'est ça l'idée. Très honnêtement, ça sera pas mon préféré d'Ariel Holst parce que j'ai du mal à passer au-dessus des personnages qui sont très clichés. Ceci étant dit, j'aime bien l'univers, j'aime le côté steampunk, j'aime la manière dont la magie est pensée, j'aime la plume d'Ariel Holst, c'est juste ce côté très stéréotypé de la romance. Il y a double romance en fait, il y a deux couples plus ou moins, et les deux sont assez clichés, assez stéréotypés, donc ça c'est une des premières choses qui me dérange et qui me fait lever les yeux au ciel. Autre point que je n'aime pas, mais ça c'est très personnel vraiment, et pour le coup j'aurais peut-être pu m'en douter, c'est le côté très Angleterre un peu puritaine comme ça, où il y a des codes sociaux. Enfin, vous voyez ce que je vous avais dit quand j'avais lu Lady Hélène, ça me saoule, ça me gave, je déteste ça, je trouve ça insupportable. La pudeur exacerbée, tous ces codes sociaux me déplaisent, ces codes patriarcaux me déplaisent. Et même si là, c'est moindre tout de même, hein, c'est pas non plus hyper important, mais c'est un petit aspect qui me dérange un peu. Mais ça, j'aurais pu m'en douter, et ça ne dépend pas de l'auteur, hein, c'est juste, voilà, il a choisi de placer ça là, il a le droit, c'est quelque chose qui fonctionne et qui plaît à plein de gens, donc ça a dû avoir son succès bien évidemment. Donc du coup c'est une lecture qui est sympathique, que j'apprécie beaucoup pour la plume de l'auteur, j'apprécie beaucoup pour ce que j'aime chez cet auteur, ça veut dire le côté sombre, le côté sanglant, il y a ce côté sombre et sanglant. Les lunaires sont des personnes qui vivent dans un univers sombre, sanglant, dur, violent, et moi c'est ça que j'aime. Et en fait le côté du coup édulcoré de la romance qui ne correspond pas à ce que j'ai l'habitude de lire avec Ariel Holst, qui est quand même un auteur qui écrit des trucs assez sombre dans tous les cas, avec qui tourne autour de la mort, du sang, de trucs, voilà, bah ça me plaît moins. Mais en même temps, j'aurais pu m'en douter puisque c'était une romantaisie, c'était vendu comme une romantaisie, donc voilà. Ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est pas mauvais, ça se lit très bien, c'est prenant, je sens bien qu'il va y avoir un petit plot twist sympathique, donc voilà, je pense que ça fait très bien le job pour le public cible, et c'est tout ce qui compte, je pense au final. Je ne crois pas de mémoire qu'il y ait des choses problématiques dans ces romances, dans ces protagonistes, dans leur manière d'être, donc voilà. Je vais finir, je vous en reparlerai. Du coup, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous reprends demain. Je vais essayer de lire cet après-midi, mais j'ai du montage à faire. Je suis fatiguée, donc je ne sais pas ce que je vais réussir à faire. Au pire, je lirai ce soir. J'ai bien avancé Rochard. Je crois que je suis quasiment à la moitié. Pas loin de la moitié, 45% peut-être. Donc pareil, je vous en reparlerai quand j'aurai fini la première partie. Voilà, en fait c'est une relecture pour moi, donc c'est un peu redondant. Je me remets juste en mémoire des choses que j'avais oubliées, c'est très bien, parce qu'il y avait des choses que j'avais oubliées, mine de rien, hein, voilà, c'est comme ça, c'est normal. Mais je suis très contente de le relire, c'est très prenant et tout, mais j'ai pas le courage de vous en reparler pour le moment. D'autant que c'est une relecture encore une fois. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, j'essaie de vous reprendre demain sans faute, et voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes dimanche 15 septembre, je n'ai tellement pas filmé cette semaine, je suis désolée, c'est un petit peu compliqué de réussir à organiser tout ça. Je pense que je vais faire j'hésite encore, soit je fais un vlog sur 2 semaines et je le sors dimanche prochain, soit je fais un vlog sur quasiment 2 semaines, enfin 1 semaine vu que j'ai commencé ce vlog mercredi et je sors vendredi, je sais pas trop, j'hésite en fait à sortir les vlogs le mercredi
ou le vendredi. J'hésite à décaler ça. Je ne sais pas. Je réfléchis, vous verrez ça quand ça sortira de toute façon. Donc vous pourrez me donner votre avis sur le sujet. Bref, je reviens tout de même parce que j'ai terminé des livres dont je voudrais vous parler. Pour commencer, j'ai terminé Magie et sentiments d'Ariel Holz, donc c'est Les secrets de Longdown, qui est publié chez Slalom, qui est une romantaisie qui est étiquetée, c'est dur à dire, qui est étiquetée romantaisie, et que j'ai lu plus ou moins en lecture commune avec Capan, même si elle a terminé bien avant moi parce que j'ai un petit peu traîné. C'est un livre qui me laisse un peu perplexe. C'est un livre qui me laisse un petit peu perplexe. Non pas qu'il soit mauvais, parce qu'il n'est pas du tout mauvais. Il fait ce qu'il promet. C'est un très bon livre pour le public cible, avec voilà, il n'y a pas de trucs problématiques en fait, je trouve dedans, mais qui me laisse perplexe parce que moi, ce que j'aime chez Ariel Holz, c'est cette façon qu'il a de créer des univers de dark fantasy assez sombres, tout en ayant toujours une touche un peu décalée. Là, finalement, il y a tout le côté lunaire qui est très sombre, mais on y est très peu, on le voit très peu, on est beaucoup sur Terre, on est beaucoup dans cette espèce de société, je vous en ai un petit peu parlé, je crois, la dernière fois, un peu avec des codes un peu victoriens, vous voyez, et c'est pas forcément ce qui me branche le plus, c'est pas ce qui me plaît le plus, et j'ai été frustrée parce que finalement, c'est un univers qui est hyper prometteur en termes de magie, puisque sur Terre, on pratique de la magie plutôt élémentaire, alors que sur la Lune, c'est de la magie plutôt du sang. Et il y a vraiment quelque chose de bien pensé et de prometteur qui n'est pas suffisamment développé parce qu'il faut développer cette romance puisque c'est une romantaisie et moi la romance ne m'a pas tellement convaincue. J'ai trouvé qu'en fait il y a une espèce de double romance mais qui est assez cliché, assez stéréotypée, pas mal faite pour autant mais pas très originale et finalement je pense que c'est pas que ce soit mauvais, encore une fois, c'est juste pas ce que je recherche quand je dis Ariel Holz et c'est pour ça que j'ai été déçue. Au demeurant, ça reste chouette, ça reste sympa, ça reste un petit peu trop en surface par rapport au world building parce qu'on sent que c'est pensé et que ça aurait pu être hyper développé et passionnant et hyper intéressant parce que Ariel Holz pense toujours très bien ses univers, c'est jamais juste au pif et je suis sûre que dans ses notes perso il devait y avoir 1001 trucs qu'on aurait adoré savoir. Donc au final c'est une lecture que je trouve bien pour le public cible mais comme c'est pas hyper original au niveau de la romance et que la romance est très importante, bah du coup voilà, quand on a lu pas mal de ce type d'ouvrage, voilà. Après, il y a un petit plot twist qui est très sympa. L'histoire de fond, d'espionnage, de contre-espionnage et d'intrigue est aussi très intéressant, très sympa. Mais ça sera définitivement pas mon préféré de l'auteur. Voilà, j'ai bien aimé. C'est facile à lire, j'ai été emportée, mais c'est juste pas mon préféré de l'auteur. Donc, je sais pas, à vous de voir. On a été interrompu. Je vous disais que c'était une lecture à 3,5 sur 5, c'est-à-dire une bonne lecture, mais pas incroyable, pas hyper révolutionnaire, voilà, entre 3 et 3,5, donc ça reste sympa. J'ai hâte de lire Runeborn qui à mon avis correspondra beaucoup plus à ce que j'aime chez Ariel Holz et j'ai aussi Dolorine à lire, donc le 3e tome des Sœurs Carmine et j'ai vraiment beaucoup trop hâte, donc c'est une petite déception mais encore une fois je le redis, pas parce que c'est mauvais, juste parce que ça correspond pas à ce que j'attends quand je lis Ariel Holz tout simplement, donc c'est vraiment moi par rapport à moi. Ensuite j'ai précommandé un livre que j'ai reçu et que j'ai lu dans la foulée et c'est celui-ci, donc le livre des âmes, la bibliothèque originelle d'Alice Sola et la maison, je sais pas trop si, je crois que c'est une maison d'édition, Aeternam AS édition. Bref, peu importe, vous pouvez vous le procurer, le précommander, il n'y a pas de souci, je crois qu'ils sont publiés à la demande, donc c'est très chouette, au moins il n'y a pas de destruction de livres. Soit, le livre des âmes. On suit Lucrezia qui est la gardienne de la bibliothèque originelle et qui depuis toujours veille sur le savoir de l'humanité. Lors de son service dans les Alpes italiennes, son apprenti, le jeune Théophile Conti, est brutalement assassiné. Et donc, les questions qui sont posées, c'est est-ce qu'il y a un lien avec les étranges rumeurs qui courent en ville? Est-ce que Lucrezia connaissait vraiment Théophile qu'elle aimait comme son fils, et il y a une menace qui rôde dans cette bibliothèque. Donc c'est un livre qui est qualifié de polar fantastique et il y a clairement de ça. On suit Lucrezia tout du long avec différents protagonistes qui vont plus ou moins intervenir, mais c'est elle le personnage principal. C'est une femme adulte, mature, c'est pas une jeune fille pour une fois, c'est quelque chose que j'ai apprécié et on va la suivre dans son enquête pour savoir qui a assassiné Théophile et tout ce que cachait Théophile à Lucrezia. Ce que j'ai aimé dans cet ouvrage, c'est l'ambiance. On est dans une bibliothèque vivante. On est dans, en gros,
la bibliothèque d'Alexandrie, vous voyez, avec tous les savoirs de l'humanité, des livres plus ou moins vivants, certains qui le sont carrément et d'autres qui le sont pas forcément, des livres animés, une bibliothèque animée qui se cache, qui disparaît, qui apparaît, qui est en mouvement, avec un gardien résolument original que j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez ce genre de bibliothèque vivante, si vous avez aimé par exemple Sorcery of Thorn pour cet aspect-là, ce qui était mon cas, c'est génial. Pour ça, c'est absolument génial parce que vous êtes vraiment plongé dans un univers où il y a un amour du livre, un respect du livre, une volonté de les réparer, où les livres ont une conscience, ils peuvent aller mal s'ils ont été maltraités, enfin il y a vraiment tout cet aspect-là que j'ai adoré. L'aspect enquête était sympa, pas... Comment vous dire? Pas ce genre d'enquête où vous pouvez voir venir les choses et deviner parce que les indices ont été un peu dispersés par Théophile et du coup, elle les découvre mais nous on peut pas deviner à l'avance. Donc ça a ce côté un peu frustrant. Moi j'aime bien quand je peux essayer de percevoir les indices, mais c'était pas dérangeant, c'était plutôt sympa, ça tenait la route, c'était assez réussi de ce point de vue-là. J'ai bien aimé donc l'enquête, j'ai bien aimé les personnages, notamment l'ex-mari de Lucrezia qui est un vampire. J'ai trouvé ça très chouette. J'ai aussi aimé la confrontation entre l'aspect fantastique de cette bibliothèque et l'aspect normal que nous on connaît. En fait, c'est quelque chose que j'aime bien dans le fantastique. Voilà, c'était sympa. En fait, c'était une lecture sympa. J'ai pas grand chose à redire sur ce livre. Je peux pas dire, j'ai pas de gros points négatifs à en tirer. J'ai trouvé que c'est sympa, ça se lisait bien. Ça fait 258 pages. C'est assez gros. C'est un très joli livre. Il y a des illustrations à l'intérieur. C'est très plaisant. Juste pour l'ambiance, c'était génial. J'ai adoré. Après, c'est pas le bouquin qui va me rester le plus en tête pour toujours, c'est pas un bouquin qui est un coup de cœur absolu, qui m'a marqué pour l'éternité, vous voyez, c'était très divertissant, ça a très bien fait le job, c'est un très bel objet livre qui est très plaisant à regarder, donc Astra c'est un livre qui est dans l'histoire, donc ça c'est très chouette, enfin voilà, il est très joli, il est très plaisant à lire, à tenir. Finalement le seul défaut que j'ai noté dans ce livre, c'est la répétition du groupe nominal La Belle Dame pour qualifier Lucrezia, vous savez on emploie toujours des mots pour pas répéter tout le temps le prénom des personnages, mais La Belle Dame c'est pas naturel et c'est très souvent répété, c'est le seul truc qui m'a fait un peu tiquer, tout le reste c'était très chouette, donc voilà, c'était une chouette lecture, pas ultra mémorable mais très sympa. Je vous invite à découvrir tout de même parce que ça rentre dans le cadre du Cocorico Challenge, c'est une autrice francophone, c'est une toute petite maison d'édition, il y a un réel je sais pas si vous voyez, très très beau travail éditorial, enfin c'est très chouette, voilà, c'est une lecture que j'ai appréciée, j'étais contente de découvrir une autrice francophone, je crois que c'est son premier ouvrage si je dis pas de bêtises, et une petite maison d'édition, et c'est Nadia qui me l'avait fait acheter et je ne regrette pas parce que même si c'est pas le livre le plus mémorable que j'aurais lu cette année, c'était divertissant et j'ai adoré l'ambiance. Du coup, j'avance toujours Rochard, dont je ne vais pas vous reparler encore une fois parce que pour moi c'est une relecture et on en reparlera quand j'aurai terminé la première moitié, voire même quand j'aurai lu les deux parties, comme ça on parlera du tome dans son intégralité. Mais avec Emmeline, nous avons attaqué Quand vient la horde d'Aurélie Luong, que je prononce toujours certainement très mal et j'en suis désolée, qui est aussi une autrice francophone qui rentre dans mon Cocorico. C'est un service de presse que j'ai reçu de la part de Folio il y a bien trop longtemps, que j'ai envie de lire depuis bien trop longtemps et je peux vous dire que je suis quasiment à la moitié dans pas tant de pages que ça, et ça se lit tout seul. C'est de la dark fantasy, c'est assez sombre, mais en même temps ça passe plutôt bien. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'on est dans un univers, en gros, médiéval, coréen, mais avec la présence des Russes qui ont envahi ce qu'on pourrait qualifier de Corée, même si je pense pas que, vu que ça reste de la fantasy, c'est pas directement la Corée, vous voyez, c'est pas de l'historique quoi. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on est dans des univers très enneigés et il y a tout un tas d'éléments culturels coréens et russes et un contexte aussi que l'on voit très peu en fantaisie francophone. L'écriture est hyper fluide, je vous le dis tout de même parce que je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, c'est assez prosaïque, hein, il y a des termes assez vulgaires employés, mais ça fonctionne super bien parce qu'on suit des mercenaires en fait. Je vais pas trop vous en dire parce que moi je savais juste ce qu'il y a derrière et le résumé est super bien fait parce que ça représente peut-être les 3 premiers chapitres, peut-être 40 pages sur 460, quelque chose comme ça. Donc c'est génial. En gros, on suit Ivan qui est un orphelin du Daesan. C'est un idéaliste qui rêve de réussir le concours public pour devenir magistrat et changer les lois
pour passer dans quelque chose qui ressemblerait plus à une démocratie et en faveur des plus pauvres. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'il va être traqué par la Horde Blanche, qui est une horde de mercenaires où à sa tête il y a une femme qu'on appelle la putain blanche, qui est cette femme-là. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais j'aime beaucoup. C'est très sombre, c'est assez dur, assez gore. En même temps, c'est pas le pire de ce que j'ai pu lire, hein. Franchement, ça va, ça passe quand même, mais c'est quand même assez sombre. Et on est vraiment dans des questions autour du colonialisme, autour de cette espèce d'impérialisme qui veut s'imposer. Il y a des questions aussi par rapport, en fait, les gens de cette région sont plutôt typés asiatiques, donc avec les cheveux noirs, la peau qui est plus sombre, les yeux sombres, etc. Alors que finalement, comme c'est envahi par les Russes, l'idéal pour réussir, c'est plutôt d'être grand, blond, avec des yeux ronds, quoi, à l'occidental. Et donc il y a aussi ces questions-là qui sont posées que j'aime beaucoup, que je trouve hyper intéressantes. C'est bien fait. On est vraiment dans quelque chose de très réussi pour moi. Ça se lit super bien. J'ai très hâte de continuer. Je vais faire ça. Je vous en reparlerai. Voilà. Je vous dis juste que je suis en train de le lire, que j'aime beaucoup ce que je lis, que je trouve ça hyper bien écrit, hyper prenant, hyper fluide. Donc hâte de continuer. Je vais faire ça cet après-midi et j'ai bon espoir de le terminer très rapidement. Je crois qu'Emeline a passé la moitié de son côté. Voilà. C'est tout pour mes lectures de cette semaine. C'est pas si mal, me direz-vous, étant donné le contexte. Et je trouve aussi que je m'en sors plutôt bien. Donc je vais essayer de continuer sur ce rythme où je ne me force pas, mais en même temps ça avance tout seul et c'est très très chouette. J'ai oublié de vous reparler d'une lecture que j'ai fait avec Pénélope, qui est le bracelet de Jade de Muming. Je vous ai pas pris à ce moment-là, on l'a lu sur la soirée parce que ça fait 70 pages, qui est un service de presse aussi que j'ai reçu de la part d'Argile et Pénélope aussi, et on voulait le lire et vous en reparler avant sa sortie. Du coup il est sorti il y a 2 jours maintenant, mais bon, vous l'aurez pas trop loin de sa sortie. J'essaierai d'en reparler quand même sur Instagram parce que c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. C'est une autrice chinoise, si je ne dis pas de bêtises. C'est traduit du chinois et c'est totalement imprégné de culture chinoise et c'était génial pour ça. En fait, je pense que ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'on a tout ce contexte un petit peu conte, presque féerique, j'ai envie de vous dire, imprégné de culture chinoise, mais là, quand on le lit, on sait que c'est pas de l'appropriation culturelle. Et du coup, ça a ce côté très très vrai en fait du récit qui fonctionne super bien. En gros, on suit une petite fille qui va trouver un bracelet de jade qui est taillé d'une façon très particulière puisque il fait une espèce de spirale continue et il a ni début ni fin, sauf que tout le monde sait, enfin je pense que vous savez que la jade est un matériau extrêmement dur à tailler et donc il y a tout un questionnement autour de comment ça a été fait et tout un questionnement du père de cet enfant par rapport à un jardin qu'il cultive qu'il espère faire de cette façon-là aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, avec cette espèce d'absolu dans ce jardin. Et il y a vraiment tout un questionnement sur le temps et l'espace qui est incroyable. C'est du fantastique en fait. C'est très réussi, c'est un roman d'ambiance très réussi, qui est très beau, qui est prenant. C'est pas un roman d'ailleurs, c'est une novella. Vraiment, c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé. J'ai été totalement conquise. Après, il faut aimer les univers pour le coup extrêmement contemplatifs et les romans d'ambiance parce qu'on est totalement là-dedans. Vous n'aurez pas des actions, vous n'aurez pas des trucs qui explosent de partout. Pas du tout. Ça a vraiment cette ambiance conte qui fonctionne super bien et que moi j'ai adoré. Et je vous dis vraiment ce qui fait que j'ai adoré, plus encore je pense, parce que c'est en soi très bien écrit et très prenant, c'est de savoir qu'on lit un récit écrit par une autrice qui parle de sa culture, qui parle d'éléments de sa culture et du coup vraiment cette véracité dans ce qui est raconté et il y a quelque chose d'authentique qui fonctionne super bien. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai très hâte de lire le deuxième que j'ai reçu de la même collection qui est Quand l'agneau égorgera le lion ou L'agneau égorgera le lion, je sais plus, bref, de Margaret Killjoy qui est une autrice très engagée. Donc on va se faire ça, on doit le faire hier, ça s'est pas fait, on va essayer de faire ça ce week-end. J'ai très hâte de le lire, de vous en reparler, je vais faire ça je pense ce soir avec Pénélope, on va essayer de s'organiser pour pas le laisser traîner, d'autant que je crois qu'après elle est en vacances et qu'elle part et qu'elle va pas se charger de 40 bouquins. Donc on va essayer de faire ça ce soir, faut que je parle avec elle. Sur ce, je vais vous laisser pour ce plan. Je vais faire ce que j'ai à faire, j'ai des trucs à faire aujourd'hui, j'essaie de vous reprendre vraiment un petit peu plus sérieusement dans la semaine pour essayer de faire des vlogs quand même qui contiennent des choses intéressantes et qui soient pas trop étalés et puis voilà, donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes mardi 17 septembre, je reviens pour faire un point lecture, je dois filmer autre chose aussi, donc je vais essayer d'être relativement efficace parce que je suis épuisée, ça se voit peut-être à ma tête. D'ailleurs, avant de commencer à vous parler de lecture, je pense que je vais publier ce vlog vendredi,
je pense. Comme ça, je pourrais le clôturer tranquillement sur la semaine et décaler peut-être les vlogs. Je ne sais pas trop. Bref, on va voir comment je m'organise. Et je pense que pour le moment, il n'y aura plus de vidéos le lundi. On restera sur mercredi, vendredi et dimanche parce que c'est plus simple comme ça et que autant enchaîner dimanche et lundi de vidéos, ça allait avant, autant en ce moment c'est compliqué. Donc je pense qu'on va partir sur ça et puis on verra comment ça avance. J'ai 1000 trucs à faire et je n'avance dans rien, donc il faut vraiment que je me bouge. Soit je ne suis pas là pour me plaindre et vous raconter ma vie et essayer de mettre la caméra droite, voilà. Je suis là pour vous parler de lecture. J'ai lu, terminé 2 livres, je ne sais plus si je vous en avais parlé dans le plan précédent, bref. J'ai lu et terminé Quand vient la Horde d'Aurélie Luon, qui est un service de presse que j'ai reçu de la part de chez Folio, qui est très très beau. J'aime énormément cette couverture, toujours, et j'ai absolument adoré ce livre. Il est incroyablement intelligent et bien écrit. Donc en gros, l'histoire, je vous l'ai déjà fait je crois, mais au cas où. On suit Ivan, je pense que ça se dit, qui vit une vie assez pauvre, mais qui a espoir de passer un concours pour pour travailler dans l'administration, parce que même s'il n'est pas très riche, il a eu la chance d'avoir un père adoptif qui était très cultivé et qui a tout fait pour qu'il se cultive aussi et qu'il sache lire, écrire plusieurs langues. Donc la sienne, celle une langue de Corée, puisque ça se passe plus ou moins en Corée médiévale un peu imaginaire, et aussi celle des envahisseurs, des colons, qui sont l'équivalent des Russes, donc l'équivalent d'une langue russe, dialecte russe, voilà. Donc Ivan fait sa petite vie il s'occupe de sa fiancée qui a 13 ans, lui en a 17 je crois, qui a 13 ans, qui est sa fiancée mais qui est plus ou moins comme une petite sœur pour lui, et tout va bien dans sa vie, plus ou moins. Enfin, il est un peu faim et c'est pas forcément facile parce que c'est un monde assez violent, mais la vie suit son cours jusqu'au jour où il va réaliser, et je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'il est poursuivi par la Horde Blanche, qui est une horde de mercenaires. Alors, genre, il y a plusieurs centaines de mercenaires dans cette horde, hein, c'est une grosse horde, et qui est menée par cette personne qui s'appelle Yekatalina et qui est surnommée la putain blanche, et il ne sait pas pourquoi, et c'est assez effrayant comme vous pouvez vous l'imaginer. Bref, ce que j'ai adoré dans ce livre, déjà j'ai adoré le contexte. On est dans un contexte, donc comme je vous l'ai dit, plus ou moins Corée médiévale, un peu imaginaire je pense, puisqu'on nous dit bien que c'est l'aboutissement d'un long séjour en Corée et d'un voyage surprenant au Turkménistan, cet ouvrage. Donc voilà, c'est très clairement inspiré de la Corée et de la colonisation de l'Asie de l'Est par les Russes, ou équivalent, parce que ce qu'on peut dire russe à l'époque, je ne sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Ivan, lui, est un enfant métis, c'est-à-dire que, a priori, sa mère était coréenne et son père plutôt russe, donc il a un physique un peu entre deux qui fait que c'est pas forcément facile, parce que quand il est petit et qu'il vit avec les pauvres qui sont plus tous d'origine du coin, donc de Corée, il est moqué, mal jugé, traité de bâtard, etc. Et en même temps, s'élever dans la société en ayant malgré tout un physique qui n'est pas totalement blanc aux yeux bleus et compagnie, c'est pas facile. Donc il y a quand même tout un aspect hyper intéressant autour de ça, du colonialisme, de la politique, que j'ai adoré, que j'ai trouvé hyper intelligent, parce qu'on suit aussi des... Tu te frottes pas contre le micro s'il te plaît? On suit aussi bien évidemment un espèce de dirigeant qui s'appelle Radimov, je crois, qui veut dans le discours changer les choses et créer un système un petit peu plus communiste a priori, alors que jusque-là on était plutôt sur des systèmes classiques avec un tsar, enfin équivalent d'un tsar. Je vous donne les mots que moi je connais, mais c'est pas ça les bons mots, il y a des termes spécifiques au bouquin, voilà. Mais bref, et donc il y a cet aspect-là, et Ivan, lui, est fermement convaincu de ça, mais il va découvrir que peut-être que c'est plus nuancé, et voilà. En fait, tout le livre se base sur ça. Tout le livre se base sur Ivan, qui est vraiment très innocent, hein. Quand on le découvre, il est très très innocent, c'est vraiment un gentil en fait, et il va se retrouver embarqué dans un truc avec des gens qui ont plusieurs facettes et qui sont gentils mais pas forcément complètement non plus, et donc il y a un côté de lui qui idéalise ces personnes et qui les voit comme des amis, et voilà, et en même temps il se rend compte que sorti de ce cercle restreint entre eux, ce sont pas des très bonnes personnes non plus quand même, et on va être vraiment avec ce personnage qui se retrouve totalement plongé dans un univers très gris avec des personnes qui ont de multiples facettes, là où lui vivait avec son père adoptif qui était pour lui
parfait, et avec sa petite sœur slash fiancée, qui est une personne qui est très, comment vous dire, obstinée, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, et qui est une bonne personne. Et il se rend compte que le reste de l'humanité, c'est pas forcément ça finalement. Et en fait, ce qui est génial dans ce bouquin, et ce qui est très réussi, c'est que on est un peu baladé en fait entre les a priori qu'on a, comment les personnages se construisent et comment du coup on finit par les voir, et ce que d'un coup ils sont capables de faire qui nous dépasse, parce qu'on peut pas s'empêcher, je pense, quand on lit d'aimer ou pas un personnage, et là où c'est réussi, c'est que finalement ces personnages vous les appréciez, mais en même temps non, pas du tout, et en même temps oui mais non, mais bref, c'est hyper réussi. C'est la très très bonne dark fantasy au sens pur du terme. Ça veut dire qu'on est dans un univers gris avec beaucoup de personnages pas du tout manichéens. La dernière partie est assez dure, je vais pas vous dire en quoi, pourquoi, parce que ça fait partie, je pense, du charme de la découverte, mais je vous préviens quand même, sur les 100 dernières pages, accrochez-vous, jusqu'à la fin, c'est très violent. Tout le livre est violent, on parle quand même de meurtre, on parle quand même de violence sexuelle, de viol, on parle de gens qui se font découper des bouts, on parle de gens qui sont torturés. Ça reste un livre assez violent, mais il y a un pic, il y a clairement un pic sur la fin qui est assez surprenant déjà, et assez dur honnêtement, donc c'était vraiment un excellent ouvrage. C'est de la très très bonne dark fantasy, c'est une des plus sombre que j'ai pu lire, peut-être avec Game of Thrones qui est assez dur aussi, mais je réfléchis s'il y a d'autres dark fantasy qui m'ont autant marqué que ça. Peut-être Le Dieu oiseau de Reddy Wallenstein a aussi une part très très dure de ce côté-là, mais c'est vrai que là c'est peut-être aussi dur parce qu'on s'habitue à certaines choses durant 3/4 du bouquin, et à la fin on se fait prendre un peu par surprise par ce qui se passe, et ça rend, je pense, aussi l'effet d'autant plus violent finalement. Donc vraiment c'était excellent, j'ai adoré, ça fait 1000 ans que j'en parle, je pense que vous aurez compris, j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur absolu, je saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est une excellente lecture à découvrir si vous aimez la dark fantasy, à découvrir si vous aimez les univers sombres, durs, si vous aimez le travail de psychologie des personnages, c'est excellent. C'était très chouette, et surtout si vous cherchez une dark fantasy dans un contexte autre que médiéval ou occidental, c'était incroyable, j'ai adoré cette lecture, avec tout ce qu'elle a de dur, de violent, d'insoutenable aussi, mais j'ai adoré, et je ne peux que vous recommander, en prenant soin de vous évidemment, et en n'y allant pas si vous êtes très sensible notamment aux violences sexuelles. Voilà. Donc excellente lecture, je suis ravie de l'avoir lu, je savais que ça allait me plaire, je l'ai traîné, je ne sais pas pourquoi, et j'ai absolument adoré. Voilà, je l'ai lu avec Emeline, je vous l'ai dit, d'ailleurs Emeline qui a été très 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 traumatisée, mais Emeline ne lit pas beaucoup de dark fantasy. Moi, je me suis pris une claque par la violence de la chose, mais ça m'a pas non plus ultra traumatisée, donc voilà. Emeline demandait par exemple par rapport à la Guilde des Ombres si la Guilde est pire ou pas. Franchement, quand vient la Horde est sûrement un des plus violents que j'ai pu lire, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Je trouve que la Guilde à côté, il y a des trucs violents, mais ça va. Et ça va aussi parce que finalement, les personnages sont un peu plus manichéens que ce qu'ils peuvent l'être ici. Je pense que ici, ce qui accentue la violence du truc, c'est que on est sur des personnages vraiment pas manichéens, et on est vraiment sur des personnages qu'on apprend à apprécier pour certains, même le personnage principal, et c'est ça aussi qui rend la chose ultra violente, je pense, et ça fait aussi écho à l'actualité, notamment au procès de comment il s'appelle, Dominique Pellico, je crois que c'est ça. Il y a un peu de ça aussi là-dedans, vous voyez, donc c'est pour ça que c'est très violent. La Guilde, on sait quand même qui est gentil, qui est méchant plus ou moins, même si c'est quand même plus nuancé que ça, mais quand même, voilà. Donc, on n'a pas d'attente positive vis-à-vis de certains personnages, et vice-versa. Donc, vous voyez, il y a ça qui joue beaucoup. Bref, je me suis beaucoup trop étendue, vous aurez compris que j'ai adoré. Du coup, j'ai enchaîné avec quelque chose d'un petit peu plus pipou, bien que j'ai lu le 2e tome d'Eliot au collège, le 3e est sorti, je vais me le procurer bientôt parce que ça rentrera dans mon cocorico, et j'ai adoré. Donc là, c'est l'année de 5e pour Eliot, c'était comme la dernière fois, très très bon. Voilà, j'ai mis 5 étoiles, non pas que ce soit absolument parfait, mais c'est un livre qui est important, je pense, et qui est à mettre dans les mains des collégiens, parce que Théo Grosjean, comme toujours, fait un travail extrêmement fin en termes de situation. On retrouve des personnages qui sont vrais, on retrouve des personnages qui sont de vrais adolescents, et je pense
concrètement que c'est tiré de sa propre expérience aussi. Et on retrouve des situations qui sont vraies et en tant qu'adulte, ça fait écho, mais je pense qu'en tant que collégien, c'est important parce que les personnages rencontrent plein de situations en fait et plein de gens pas sympas, de gens des fois sympas, des fois pas sympas, plein aussi de personnes qui des fois sont pas sympas, mais en fait on se rend compte que si ils ne sont pas sympas, c'est aussi parce que eux-mêmes ont des problèmes, et même si du coup faut pas accepter la violence qu'ils imposent aux autres, ça nuance peut-être un peu le propos et peut-être qu'il y a des solutions à trouver. Vous voyez, c'est très nuancé, c'est pas manichéen non plus parce que tout le monde est gentil et méchant et on est tous le méchant de quelqu'un quand on est enfant à un moment ou un autre, et c'est le cas aussi typiquement des cas d'enfants harcelés qui deviennent harceleurs et c'est vraiment très bon pour ça. Et il y a des personnages qui sont très attachants, on suit plein de situations, on suit par exemple Églantine et sa maman qui est hospitalisée parce qu'elle est en dépression, on suit la vie de Théo qui vit seul avec sa maman, qui a des demi-frères et sœurs qui viennent parfois aux vacances, on le suit avec son grand-père il a une relation très touchante avec lui, on le suit dans ses amitiés, dans les moments où l'amitié semble être brisée et comment on la répare. Enfin, vous voyez, c'est très réussi en fait pour le public cible et ça peut faire écho, je pense, quand on est adulte, et moi j'ai adoré, donc j'ai hâte de lire le 3e tome qui se passe en 4e. C'était très chouette, je ne peux que vous inviter à découvrir le travail de Théo Grosjean que j'aime beaucoup, vous le savez, j'en ai parlé plein de fois, j'aime vraiment beaucoup ce que fait Théo Grosjean parce que je sais que dans Elliot, on est sur des planches plus classiques. Dans ces graphiques adultes, il y a vraiment un superbe travail, parfois avec des planches entières où il n'y a aucun mot, juste de dessin et de représentation des émotions qui est incroyable. C'est pour moi un excellent illustrateur. Je peux concevoir qu'on ne soit pas fan de son style, mais il fait passer des émotions et il parle de choses très importantes. Donc moi j'adore. Moi j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve que c'est un très 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 bon créateur, comment on dit, BDiste peut-être, je ne sais pas, bref, j'ai adoré, donc je vous recommande. Du coup, j'ai deux lectures en cours et je vais en attaquer une 3e puisque je dois lire Les Amitiés Fantômes de Morgan Stankiewicz avec Marion, mais hier je me suis endormie à 21h, mais j'ai ça en cours, donc L'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoy que je lis avec Pénélope. J'ai lu un petit bout, ça démarre de manière extrêmement surprenante et très réussie. On sent vraiment que Margaret Killjoy est une autrice très engagée et j'adore ça puisque on suit une jeune femme, je sais pas trop quel âge elle a, je sais plus, qui arrive dans une espèce de communauté un petit peu hors du monde parce que un de ses amis décédés a vécu là et quand elle arrive tout le monde la connaît en fait parce que son ami a beaucoup parlé d'elle et très rapidement on se rend compte que ces gens dans cette communauté, en tout cas certaines personnes de cette communauté ont invoqué un espèce d'esprit vengeur qui est un cerf à 3 bois et qui à l'origine se débarrassait des personnes, je sais plus, il y a une explication précise, mais des mauvaises personnes quoi. Il tue les mauvaises personnes en fait. Et apparemment ce cerf se retourne contre ceux qui l'ont invoqué. J'en suis à peu près là. Voilà. C'est hyper engagé, c'est une communauté anarchiste avec des idées qui sont véhiculées. C'est un texte qui est très engagé. J'aime beaucoup l'esthétique aussi qui est sombre, dérangeante, légèrement horrifique avec cette nature qui se personnifie un petit peu avec ces protagonistes qui sont un peu perdus et cette protagoniste principale qui fait des crises d'angoisse, on en parle aussi. Donc vraiment c'est un texte qui est très engagé, en très peu de pages il se passe en fait finalement pas mal de choses, que ça soit tant au niveau de l'action qu'au niveau des émotions véhiculées, qu'au niveau de ce qui est dit en sous-texte et des thématiques abordées. Donc moi j'adhère, j'aime beaucoup, je devais le finir hier mais j'ai dormi, je le finirai aujourd'hui sans aucun souci, ça se lit tout seul et je vous en reparle dès que c'est fait. Et enfin, 3e lecture en cours à l'heure actuelle, j'ai attaqué L'éveil du Palazzo, donc le tome 2 de 1000 saisons de Léo Henry publié chez Le Bélial, toujours aussi beau, je vous l'ai montré, moi j'adore le travail des brochets de chez Le Bélial, je trouve ça magnifique. Bref, juste pour info, les livres de chez Le Bélial sont imprimés en France. Voilà, je vous le dis, parce qu'il est à 23,90 €, ce qui peut sembler cher pour un brochet, mais c'est imprimé en France. Le Bélial paie des illustratrices, le Bélial paie pour qu'il y ait un vrai travail éditorial et le Bélial paie pour que ce soit imprimé en France. Le prix se justifie à mon sens et peut-être que c'est plus intéressant d'investir presque 24 € dans ce type de maison d'édition indépendante très engagée avec des gens qui sont payés plutôt que dans des brochets produits en Chine par des gens
exploités et des bouquins pas bien traduits et de qualité médiocre, puisque là vraiment on a un vrai travail d'écriture. Vous savez que j'ai lu La Géante et le Naufrageur, que j'ai beaucoup aimé. Je savais qu'il y avait une suite, en fait c'est des tomes compagnons, c'est pas directement une suite. C'est peut-être dans le même univers, je ne sais pas trop pour le moment, mais c'est vraiment des tomes compagnons, je crois qu'il y en a une dizaine de prévus. Donc ce qui est cool, c'est que vous pouvez a priori les lire indépendamment. Je ne sais pas si par la suite il y aura des arcs narratifs. Est-ce qu'on va retrouver les personnages de La Géante et du Naufrageur dans le tome 3, 4 ou 5? Je peux pas vous dire. Le 1 et le 2 en tout cas sont indépendants et sont très différents. Donc l'éveil du Palazzo, c'est l'histoire de Lazario qui est un garçon trans. Je vous le dis, c'est dit au début du bouquin et je trouve ça très chouette parce que c'est très naturel et que c'est bien fait vraiment. Enfin en tout cas je trouvais que c'était bien fait. Donc Lazario qui vit avec son maître qui est ce vieux monsieur là, cette espèce de maître chifou aveugle, énuclé, et dès le début son maître va être arrêté par une des comment vous dire, des espèces de forces de l'ordre de ce royaume, puisqu'il y en a 6 différentes. Donc c'est les... Comment ils appellent ça? L'inquisitrice, l'inquisition, bref. Et il va chercher à comprendre pourquoi, et en fait on comprend assez rapidement, son maître lui dit quand il est arrêté, suis le masque, et donc il va chercher ce qu'est le masque, et a priori le masque ça a rapport avec Bavardas, qui est un espèce de révolutionnaire quelque part, je pense qu'on peut dire, qui fait des regroupements avec des gens du peuple et dit des choses qui déplaisent très concrètement à la régentine qui est à la tête de ce royaume. J'en suis au tout début, donc je ne veux pas vous spoiler, hein. Pour le moment, voilà, j'ai lu 80 pages sur presque 400, je crois, donc tout ce que je vous dis là ne vous spoile pas grand-chose. Donc on va suivre Lazario qui se retrouve seul, qui va rencontrer quelqu'un qui va a priori l'aider dans sa mission, et enfin dans sa mission, dans sa quête, ou voilà, libérer son maître en fait, et peut-être créer une espèce de révolution dans ce royaume, je ne sais pas trop, en tout cas c'est ce que laisse présager ce feu derrière lui. C'est vraiment très bien écrit. J'adore la plume de Léo Henry parce que il parle de choses sérieuses. La Géante et le Naufrageur, c'était pareil, il y avait plein de thématiques sérieuses qui étaient abordées, mais c'est fait d'une façon légère, drôle, pas toujours, parfois c'est sérieux, parfois c'est pris au sérieux, mais souvent il y a de l'humour, il y a de la légèreté, il y a un propos qui est un peu détourné, il y a un côté un peu sarcastique, c'est assez incisif, c'est hyper bien écrit, c'est très imagé comme plume, j'adore ça, c'est vraiment une plume très particulière, Léo Henry, j'adore. Franchement, j'accroche à fond à chaque fois que je lis. En tout cas, quand ça m'a fait ça avec La Géante et le Naufrageur, et là c'est pareil, je suis directement plongée dedans, dans cette espèce d'univers qui est à la fois très coloré, qui est très très particulier et en même temps qui est très sombre parce qu'on suit quand même des gens qui vivent dans la misère parce qu'il y a un état totalitaire qui est mis en place et vraiment c'est hyper bien fait quoi, c'est vraiment entre ce côté léger, décalé, humoristique et cet aspect très sérieux de ce dont on parle, et moi j'adore ça, vous le savez, les choses décalées c'est tout à fait ce que j'aime, donc voilà, ça fait moins enfantin que pouvait l'être La Géante et le Naufrageur, peut-être parce qu'on suivait plus des enfants dans La Géante et le Naufrageur. La Géante et le Naufrageur, il y avait un côté vraiment enfantin dans le sens pas dans les thématiques et pas dans l'écriture, mais dans la manière dont parfois les aventures se déroulaient, et ça faisait sens avec le fait qu'il avait plus ou moins écrit ça avec ses enfants, qu'il lui donnait des idées, enfin c'est des histoires qu'il leur raconte, je crois, qu'il leur inventait le soir pour dormir, et donc il y avait cet échange avec les enfants qui faisait qu'il y avait ce côté un petit peu parfois ubuesque, qu'on sautait d'une chose à l'autre, qui est très plaisant et que j'adore, c'est pas, je dis pas ça de manière négative, hein, moi j'adore. Là pour le moment c'est plus linéaire, c'est plus logique comme un esprit adulte pourrait le faire. Je crois que le courrier est passé. Bref, mais j'adore, je suis à fond dedans, je vais lire ça très rapidement sans aucun doute, et quand j'aurai lu ça, je pourrai vous faire ma vidéo rentrée littéraire. Je dois vous en faire 2, je suis à la bourre, j'ai eu un début septembre qui a été assez compliqué, mais j'essaie de rattraper ça pour pas trop traîner, parce que c'est un peu dommage de laisser traîner cette vidéo que je tiens à faire, parce que j'ai lu de très bonnes choses. Bref, donc mon objectif pour cette semaine va être de lire 1000 saisons, de terminer le Margaret Killjoy, de lire Les Amitiés Fantômes avec Marion, et j'aimerais bien lire aussi Le Chemin de la Dame. C'est peut-être un projet ambitieux, on verra ce que j'arrive à faire ou pas, ça dépend de ma fatigue, vous voyez, hier je me suis endormie, je me suis couchée avec les enfants à 20h pour les endormir, et je me suis endormie avec eux vers 21h parce que le petit a traîné. Je pense que sinon moi à 20h c'était fini, j'étais pliée et je dormais. Voilà, donc je vais vous laisser pour ce plan qui a été très long. Je ne sais pas si faire des vlogs sur 10 jours est une bonne idée parce que je parle pas beaucoup, mais quand je parle c'est long. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à plus tard pour un prochain plan
je ne sais pas quand. Peut-être que je clôturerai ce vlog demain matin. Je sais pas. Écoutez, peut-être que c'est la vidéo qui sortira demain. Parce que finalement, j'ai peut-être assez de rush. Il faut que je dérush et que je vois ce que ça donne. Je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour clôturer. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Nous verrons. Recoucou, on se retrouve le soir. D'où ma tête toute brillante, voilà, puisque j'ai fait mes soins. Soit je reviens pour clôturer le vlog, puisque finalement j'ai dérushé, monté tout ce que vous avez vu avant et que c'est bien suffisant. Donc je vais juste vous parler de ma dernière lecture et clôturer ce vlog ici. Et si tout va bien, la vidéo sera en ligne demain, j'espère. On va voir, mais normalement les 3/4 sont montés, donc ça devrait aller. J'ai donc terminé L'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoy que j'ai reçu en service de presse. Je pense que je vous en avais déjà parlé juste avant. Oui, en ce moment, ma mémoire n'est pas des plus efficaces puisque j'ai monté ça tout à l'heure et que je me rappelle déjà plus que je vous ai dit. Bref, en tout cas, je l'ai terminé et j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte pour de multiples raisons, mais deux aspects principalement. Comme je vous l'ai dit, on est dans une communauté un petit peu marginale puisque les personnes qui sont là ont trouvé une ville abandonnée, s'y sont installées et ont créé une communauté anarchiste. Et en fait, c'est le fonctionnement qui n'est pas central dans l'histoire, mais qui est suffisamment développé pour qu'on comprenne et que ce soit appréciable. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une communauté où chacun a le droit de parole, où il y a des votes organisés, mais en même temps on n'est pas convaincu du bien fondé de la majorité, donc il y a de vrais débats organisés. C'est vraiment très chouette la manière dont c'est décrit. Alors c'est assez succinct, c'est très court, mais ça reste hyper intéressant et ça donne envie d'en savoir plus. Il y a une volonté évidemment de ne pas reproduire ce qu'on a vécu dans la société classique et de ne pas reproduire le pouvoir centralisé sur une ou un petit groupe de personnes. Et c'est de là que vient cette histoire de cerf magique et vengeur, puisqu'il y a un personnage en particulier qui a voulu s'approprier le pouvoir, qui avait commencé un petit peu à regrouper des adeptes, et un groupe d'individus ont fait appel à la magie pour faire venir ce cerf qui est un petit peu une sorte de jugement dernier, une sorte de protagoniste qui a une justice totalement objective, pas du tout humaine en fait. Et c'est ça son rôle finalement dans l'histoire. Là, ça fait 1 an bientôt qu'il a été invoqué et les protagonistes commencent à chercher une solution pour le faire repartir parce que ils se sentent un petit peu en danger puisqu'a priori le cerf se retourne contre ceux qui l'ont invoqué et que plus personne n'est bien sûr de ce que fait ce cerf et est-ce qu'il est toujours aussi positif. Au début c'est rassurant sa présence puisqu'il n'attaque que les personnes qui commettent des crimes et au final on commence à s'inquiéter. Bref, il y a aussi tout ça qui est évoqué, la liberté, ça parle de liberté, ça parle de tout, de justice, de tous ces éléments-là. C'est hyper bien fait, c'est hyper intéressant et j'ajouterais qu'au-delà des thématiques abordées qui sont vraiment très chouettes et le côté fantastique qui est très réussi, un poil horrifique, un poil effrayant, il y a toute l'écriture et le style d'écriture auquel j'ai totalement adhéré puisque Margaret Killjoy a quand même une écriture qui est légèrement humoristique où finalement il se passe des choses dramatiques mais il y a toujours ce ton un petit peu léger, un petit peu où les personnages plaisantent alors qu'ils sont dans des situations pas facile du tout, où il se passe des trucs assez trash, il y a quand même des gens qui meurent, hein. Je veux dire c'est quand même un livre qui est pas... c'est assez trash par moment, et pourtant cette plume fonctionne très bien avec cet univers. Bon, après vous savez, et vous l'aurez compris, que c'est quelque chose que j'adore particulièrement. Autre mention spéciale, c'est un livre qui est très queer, très punk, très anarchiste, qui véhicule clairement des idées anticonformistes, des idées d'égalité, des idées auxquelles j'adhère en fait de manière générale, écolo et compagnie. J'ai cru comprendre dans les commentaires que certains trouvaient ça un peu trop exagéré, trop grossier. Moi j'aime bien, honnêtement j'aime bien parce que je trouve qu'on le voit suffisamment rarement pour que même si Margaret Killjoy met les pieds dans le plat et patauge un petit peu comme ça et n'hésite pas à en faire des caisses, c'est plaisant, ça fait du bien, c'est pas désagréable d'avoir une société qui produit tout ce qu'elle consomme ou quasiment, qui fonctionne quasiment que sur de l'autarcie, c'est pas déplaisant. En fait vraiment il y a ces deux pans d'histoire que j'ai adoré, tout le côté communauté, liberté, etc. et tout le côté fantastique, justice avec le cerf et le côté magique
et horrifique. Vraiment, les deux fonctionnaient très bien ensemble. Le personnage principal de Daniel Stein, je crois, était vraiment très plaisant, très agréable à suivre parce que je trouve qu'en très peu de pages, en fait, elle est hyper personnifiée, qualifiée. On arrive à saisir un petit peu l'essence de cette personnalité, de ce personnage, et ça fonctionne très bien, alors que vraiment, c'est hyper court. Vraiment, pour moi, c'était très réussi, c'était très prenant, c'était intelligent, c'était vif, c'est différent, c'est anarchiste, et moi, j'adore ça. Voilà, je crois que je n'ai rien d'autre à dire. J'adore ça, je trouve ça génial. Donc vraiment très 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 bonne lecture, mais parce que ça regroupe des thématiques que j'adore, donc forcément ça l'a fait, ça a fonctionné, et du coup j'ai très envie de lire Un pays de fantômes que je traîne depuis beaucoup trop longtemps. Voilà. Donc c'est tout pour mes lectures, je n'ai pas avancé L'éveil du palazzo, je n'ai rien avancé d'autre, j'ai peu lu aujourd'hui parce que j'ai peu eu le temps de lire. Là il est très tard, faut que j'aille me coucher parce que demain j'ai quand même une grosse journée qui m'attend et que je suis fatiguée, voilà, bien que j'ai fait une nuit de 11 heures hier, là je fatigue, donc je ne vais pas plus traîner, je vais juste aller me coucher, je vais peut-être juste répondre à quelques commentaires avant et aller me coucher parce que je suis à la bourre dans les commentaires. D'ailleurs, ne le prenez pas mal, je galère un peu, mais je vais répondre à tout le monde. Voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si les livres dont j'ai parlé vous intéressent, si vous les avez lus, est-ce qu'ils vous ont plu, si je vous ai donné envie de les lire, que sais-je. Dites-moi tout ça en commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre dans pas trop longtemps. Je vais essayer de réguler tout ça. Bref, la lumière me pète les yeux, donc il est temps d'aller se coucher. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée, semaine, week-end, soirée, tout ça. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!